Ok. Super, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va se présenter, faire un petit meet-up sur les agents IA. Avant de commencer, je me présente. Est-ce que ça marche? Mon truc ne marche pas. Moi, je m'appelle Zakaria Abnalal. Je travaille chez Hypers en tant que Data Engineer Manager. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai mon GitHub qui contient notre démo d'aujourd'hui et aussi mon X qui je partage de temps en temps certaines choses sur l'IA, sur le développement en général. Le plan que je vous propose aujourd'hui, on va commencer déjà par faire l'introduction sur les agents IA. Après, on va faire un deep dive sur la partie prompt engineering. C'est quelque chose de très important sur les agents IA. Et aussi, on va parler de l'architecture des agents IA, surtout des agents IA modernes. C'est quelque chose qui a été présenté par Google. On va essayer de partager avec vous. Et comme vous savez, je pense, peut-être, MCP, ça parle de ça tout le temps en ce moment. Donc, si on parle d'agents IA, il faut absolument qu'on parle de MCP. On va faire un petit démo sur ce sujet-là, comment développer un MCP from scratch. Et pour finir, on va faire un petit démo sur la partie MCP, comment développer un MCP from scratch utilisant Spring AI. Et aussi un agent IA qui est développé from scratch, qui permettra de faire un code review sur un API governance. Et de voir ça ensemble. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un agent IA? Si on peut lire un petit dans la littérature, un agent IA, c'est quelque chose, un agent en général, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé avec l'IA, c'est quelque chose qui existait déjà dans le passé. On a tous développé des bots. Un bot, c'est un agent qui a un rôle, quelque chose qui permet en fait d'accomplir un rôle. Donc, les agents IA, en fait, sont souvent schématisés par un input qui permet en fait de leur donner un petit peu de data de l'environnement extérieur, qui vont faire quelque chose. Après, ils vont nous donner un output à l'extérieur pour accomplir leur tâche. Pour ça, on va voir dans la littérature, si on peut lire, une entité logicielle capable de percevoir son environnement, c'est l'entrée, c'est l'input, et aussi de prendre des décisions de manière autonome. Autonome, c'est que l'agent IA qui peut faire des agents autonomes. Via un raisonnement, là on parle de l'IA, et d'agir sur l'environnement sorti pour atteindre un objectif qui est déjà défini dans un agent IA. Et pour ça, on va définir plusieurs types d'agents IA qu'on peut avoir en fait que, comme j'ai dit, un agent IA, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des agents qui existent, il y a des agents normaux, et il y a des agents spécialisés dans l'IA. Donc on peut dire, par exemple, un bot, un robot, par exemple, de nettoyage, c'est un agent, mais ce n'est pas un agent IA. Et ça, c'est un agent qui a un seul objectif. L'objectif, c'est de nettoyer, mais qu'il n'y a pas d'IA dedans. Et pour les types d'IA, les types d'agents IA, c'est que les trois qu'on a en orange. Soit c'est un agent qui est autonome, parce qu'il y a l'intelligence à l'intérieur. Quand on parle de l'intelligence, on parle de l'IA, on parle d'un modèle d'intelligence artificielle. Soit un modèle qui est basé sur un apprentissage, notamment dans l'IA, on peut avoir du machine learning, du deep learning, on peut avoir des LLM. Donc, et après, on peut avoir des agents IA multi-agents. C'est quelque chose de nouveau aussi qui est arrivé dernièrement. Nous, on va se focuser notamment sur les trois parties qui concernent les agents IA. Et là, on va parler des agents multiples. Dans les agents multiples, on va voir trois types principaux des agents. Il y a des agents qui sont equilevel, c'est des agents qui ont le même niveau de responsabilité. Ils communiquent entre eux pour accomplir une tâche globale, mais chaque agent IA, il a sa propre tâche, son propre objectif. On peut avoir un agent hiérarchical, structure. C'est des agents en fait qui sont leadés par un agent global qui peut distribuer les tâches par rapport aux besoins. On peut avoir un agent leader, et les autres, on l'appelle des followers. Et le dernier type des agents multiples, on va parler des agents nested. On peut avoir un leader avec des petits followers, et à l'intérieur des followers, on peut avoir un pool des agents qui permettent d'accomplir une tâche. Et à l'intérieur, en fait, dans notre nested structure,
on peut avoir un autre leader qui est là juste pour distribuer aussi les tâches pour les autres agents. Mais pour faire ça, ça devient très très compliqué. Ça représente un challenge énorme. C'est pour ça, vous regardez un petit peu dans le marché l'existence des agents IA. Il n'y en a pas beaucoup qui marchent très très bien. Parce que c'est très très compliqué de développer. Ça nécessite énormément de connaissances dans le développement, que ce soit algorithmique, parce qu'on part toujours comment distribuer la tâche, qui fait quoi, et comment savoir en fait un agent IA a bien fait son rôle. C'est très compliqué. Et du coup, moi j'ai listé quelques challenges. Bon, allocation optimale des tâches. Parfois, quand tu as par exemple un agent IA ou une commande à envoyer à un pool d'agents IA, bah, la première chose à faire, en fait, de splitter cette commande à plusieurs types. Et de savoir quel agent IA sera responsable sur chaque tâche. Et ça, ce n'est pas une tâche facile. Et ce n'est pas l'IA qui va permettre de le faire. C'est quelque chose qui doit être vraiment fait d'une manière programmatique. Savoir comment les données entrées sont entrées, comment les données sont filtrées, comment est-ce que les données sont nettoyées, et tout ça. Le raisonnement collaboratif. C'est pas parce qu'on a fait 3 agents IA, ça ne veut pas dire que si on fait 3, ça marche bien. Si on fait 2, ça marche bien. Parfois, 1, il marche super bien. Si on fait 2, ça marche plus. Donc, et là, c'est très très compliqué pour savoir de combien d'agents IA on a besoin, combien on splitter les tâches. Je pense qu'on fait un équivalent de ce qu'on a. Si vous faites du Scrum, je pense, dans votre développement, c'est la même chose. Comment tu splitter les tâches pour sûr qu'un développeur il a fait la tâche, que la tâche est bien terminée. Comme ça, l'autre dev peut faire la suite. Et ça, c'est pas facile. Donc ça nécessite des compétences humaines. Et là, il y a un autre principe qui vient au milieu de l'agent IA, c'est les human in the loop. C'est quelque chose, et ça marche encore mieux qu'on a un agent IA. On met un être humain au milieu qui permet de valider ce qui était présenté par un agent IA. Comme ça, cette validation, ça permet en fait de donner la main à notre agent et on a vraiment quelqu'un qui a déjà validé l'output de premier agent pour le donner comme un input de deuxième agent. Et chose qu'il faut vraiment faire attention, la sécurité des agents IA, actuellement, en termes de sécurité, n'est pas mature du tout. Vous allez voir dans GitHub, tout le monde y parle de ça, mais il n'y a pas de solution miracle qui permet en fait de faire ça. Et aussi, le data leak est quelque chose de très très important à regarder, parce que si vous donnez juste un agent IA, un pool d'agents IA à quelqu'un, c'est pas forcément que quelqu'un qui va pas juste faire un jailbreak ou une commande bizarre qui peut récupérer des data qu'on vous ne voulez pas qu'il soit partagé. Il faut vraiment faire attention quand vous développez un agent IA, et faire attention comment vraiment sécuriser tout ça. Et là, on va parler de prompt engineering. Alors, avant de parler de prompt engineering, j'aimerais bien parler de 3 principes LLM, VLM et VLM. Ça vous parle tout ça? Ça vous parle ou pas? On va parler. En fait, l'LLM, maintenant, c'est démodé. C'est quelque chose, en fait, dans le passé. Vous avez déjà vu de prendre dans OpenAI. Actuellement, avant OpenAI, on avait deux mini-logiciels à l'intérieur de ChatGPT. Si on veut générer une image, il faut vraiment sélectionner « Je veux générer une image ». Là, actuellement, avec la dernière version, je dis juste « Je veux générer une image ». Il va générer l'image directement parce qu'il a compris que vous voulez générer une image. Et c'est là le LLM, maintenant, il est derrière nous. On va parler plutôt de VLM et VLM. Qu'est-ce que c'est que la différence entre les trois? C'est important. C'est ça, vous allez comprendre rapidement. LLM, c'est quelque chose qui comprend que le texte. Ça, je pense, dans la pratique, en ce moment, on peut donner une image à un OpenAI, il est capable de comprendre qu'est-ce que c'est, il est capable de nous dire okay, qu'est-ce que ça fait et tout ça. Donc, LLM, c'est que texte on lit. Maintenant, si on parle de VLM, c'est Vision Language Image, le modèle, pardon, c'est comprendre les images plus le texte. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la dernière version de l'OpenAI. Ils sont déjà branchés partir sur des VLM. Et encore mieux, le dernier API permet au fait de faire des agents IA. Ça veut dire qu'on peut faire des actions derrière.
Demain, Cloud AI, il permet de le faire. Il est déjà presque dans ce mode-là. Ça veut dire que vous pouvez connecter un FCP. Je lui dis, je veux par exemple réserver, je ne sais pas quoi. Il est capable de faire des commandes extérieures pour faire par exemple réservation. Et OpenAI avec leur API, on est capable aussi de faire de VLA. C'est-à-dire, on peut leur donner une image. Je peux lui donner une image, je ne sais pas, d'une plante. Bah, tu lui dis, voilà, je veux réserver. Je veux vraiment, par exemple, commander cette plante. Il est capable de le faire. Et ça, ce n'est pas l'LLM qui va nous répondre à ce besoin-là. C'est plutôt de VLA. C'est pour ça que tous les modèles actuellement sont déjà dans ce mode-là, de VLA. OK. Pourquoi je parle de VLA, tout ça? Bah, on ne peut pas dire qu'on fait un agent IA sans faire des actions extérieures. Toujours, on parle d'input-output. C'est important pour un agent IA qu'il fasse des actions. Bah, sinon, ce n'est pas vraiment un agent. Et c'est pour ça, la notion de VLA et l'intégration de pattern VLA dans les LLM et dans les modèles, c'est très très important parce que c'est là on va commencer à avoir des use cases réels, des IA pour prendre des informations des environnements extérieurs et aussi faire des actions sur les différents autres environnements extérieurs. Ok, on va parler de prompt engineering. Est-ce que vous avez déjà vu ce schéma-là? Ça vous parle ou pas? Est-ce que ça vous parle la chaîne de pensée? En fait, la majorité des personnes qui utilisent ChatGPT sont fatiguées juste après 10 minutes. Ah, lui, c'est sympa, ça raconte des histoires, mais derrière, ça ne répond pas vraiment aux besoins. Mais en fait, ce n'est pas la faute de ChatGPT, c'est la faute de l'utilisateur derrière. Parce qu'il y a plein de recherches qui sont faites. Comment le LLM, au VLA, je veux dire, VLA, comment ça marche derrière et tout ça. En fait, on a compris que, comme c'est un algorithme derrière, donc il faut lui donner des algorithmes en fait. Au final, il faut lui donner des if-else pour qu'il vraiment se challenge, avoir des branches, avoir un raisonnement, un pensée logique pour avoir des résultats. Je pars dans le code pour dire, OK, cette fonction répond aux besoins. Je fais un if statut égale true, donc ça répond aux besoins. Ça veut dire qu'on a fait un scoring de nos méthodes. Les scoring de nos méthodes, c'est très important aussi dans les LLM de donner un score au ChatGPT. Mais comment donner un score à ChatGPT? Bah, on lui pose la question pour lui dire, c'est lui qui va aussi scorer les résultats. Ici, on représente 3 ou 5 types de chaînes de pensée qu'on peut utiliser à l'utilisation d'un GPT ou d'un LLM pour avoir des résultats qui répondent à notre besoin. Et c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Le cas basique qu'on utilise tous, on le donne. Je veux quelque chose, une question, on le répond, on parle plus. Mais c'est pas sûr toujours le bon résultat. Et pour avoir des bons résultats, il faut le challenger. Comment on le challenge? Qu'on le pose plein de questions. Imaginons, on va lui dire, bah, c'est quoi en fait, c'est quoi le meilleur plage? Il va nous raconter le meilleur plage, mais attention, fais gaffe, pour reposer la question, est-ce vraiment c'est la meilleure plage? Et là, il va repenser dernièrement, il va refaire la pensée pour lui, pour savoir est-ce qu'il a pris la bonne décision ou pas, et voir s'il n'a pas d'autres branches ici qui peuvent répondre aux besoins avec un score meilleur. Et c'est comme ça on obtient en fait des résultats bien avec ChatGPT ou avec un autre IDM. Et tous ces 5, ou plutôt les 4 à droite, sont déjà implémentés, sauf le dernier, pardon, le graphe de pensée. C'est juste pour le moment, il y a juste un paper de recherche qui est sorti, qui fait un POC, comment le faire. Mais pour le faire réellement, c'est très difficile. Bah déjà, pour développer un graphe rapide, juste avec un code, c'est difficile. Imaginez de faire tout ça dans un chat GPT. Mais à chaque fois, en fait, qu'il y a on rend ici, c'est un résultat. Et une pensée derrière, on demande à ChatGPT, bah, est-ce que c'est vraiment le bon résultat? Comme ça, lui, va choisir les bons branches jusqu'à obtenir la branche la plus scorée, on va dire, qui permet d'avoir la bonne résultat.
Mais il ne s'arrête pas là, le prompt engineering, mais il y a des patterns qui sont sortis dernièrement. Le premier pattern, c'est réflexion. Ce pattern-là, il est utilisé pour l'implémenter avec juste un long-chain. Il existe un GitHub long-chain avec un Jupyter qui permet, un notebook Jupyter qui permet en fait d'implémenter ce chaîne de pensée pour, voilà, pour challenger ChatGPT pour avoir des résultats corrects. Et ça, ces réflexions, c'est quoi? C'est vraiment très très simple. Hein. On va demander une question à ChatGPT, derrière, ce qu'il va faire. Il va donner un résultat, mais on va le poser une autre question pour lui dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment le bon résultat? Est-ce que tu ne peux pas voir un meilleur résultat que ça? Mais lui, derrière, il va repenser les choses. Il va soit confirmer, soit proposer un autre résultat. Le deuxième qui est plus intéressant aussi, avant le deuxième, il y a juste un exemple. On lui demande par exemple, c'est pas la capitale de Sydney, d'Australie, il va dire Sydney. Après, on va dire, attends, je ne crois pas. Regarde si tu ne peux pas faire meilleur. Il va te corriger. Et si tu fais juste à 2 étapes, c'est déjà mieux pour ChatGPT pour qu'il se corrige et qu'il propose des meilleurs résultats. Pardon? Pourquoi est-ce qu'il a plus de chances de trouver la deuxième fois que la première? Pardon? Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, si c'est lui qui se pose à lui-même sa question, pourquoi il aurait plus de chances la deuxième fois de trouver Canberra? C'est surtout ça le problème des LLM, on ne sait pas comment ça marche à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a plein de recherches qui disent certaines choses, on ne sait pas comment ça marche. Et c'est pas super intelligent. Ouais, c'est exactement. Il faut le challenger en fait. En fait, il faut imaginer comme un stagiaire que tu as dans ton équipe. Et le stagiaire, il te pose la question, il te répond rapidement. Tu lui dis, pense un petit peu mieux, quoi. Enfin, pense mieux. Prends ton temps pour réfléchir. Cherche en fait. C'est très très simple. Il va chercher les premiers tokens pour récupérer les dates. C'est le plus simple pour tout le monde. OpenAI, c'est plus simple pour elle parce que ça ne consomme pas beaucoup d'argent. Voilà. Et pour les LLM aussi, ça donne des résultats rapides. Par contre, si tu challenges, tu lui dis cherche encore mieux, il va aller chercher dans d'autres branches dans ce LLM pour donner des résultats. Après, est-ce que on peut maîtriser par où il passe ou pas? Ça, c'est juste des questions-réponses derrière pour avoir les meilleurs résultats. J'ai une question. Vu qu'ils sont très coopératifs, le gars il va répondre un truc, il dit t'es sûr de ta réponse, il est capable, ce con, de commencer à dire ah c'est vrai, je me suis chié, de donner un truc complètement à côté sur le deuxième. Exactement, c'est le rôle de scoring. Ça, c'est le rôle de scoring qui va permettre de dire ok, est-ce que la deuxième réponse est meilleure que la première? Pour ça, le scoring, c'est très important. Qui fait cette évaluation? C'est lui-même. Il lui dit. Il n'a pas foutu d'évaluer la première fois? Peut-être, mais avec des résultats, tu tombes sur un résultat meilleur que la première. Non, mais après, j'ai l'impression que c'est sur les consignes que tu donnes. La dernière fois, ils obligeaient l'IA à dire je ne sais pas, à répondre automatiquement. Comment tu fais? En fait, ça dépend, c'est ça le prompt engineering, ça dépend en fait de ton prompt. Mais c'est le pattern qui a des réflexions. C'est un pattern, c'est un prompt en fait. Il faut l'utiliser tel quel. On va voir dans le deuxième exemple, il y a un exemple réel qui montre comment ça marche. Là, c'est le deuxième, c'est React. C'est Reasoning and Acting. Donc, on va demander à l'IA. En fait, c'est simplement, ChatGPT, tu poses la question, et il ne va pas penser, te donner une réponse. Et si tu lui dis, attention, là, tu vas fonctionner de cette manière-là. Tu vas penser avant de donner le résultat. Si vous faites juste ça avec un prompt bien fait, vous allez remarquer que il va te dire, attention, là, je suis en train de penser. Je ne te donne pas le résultat. Ça va prendre plus de temps. Et c'est l'intérêt de Reasoning and Acting, c'est React, qui permet en fait de dire ChatGPT, pense avant de donner des résultats. Et là, après, vous aurez les slides, après, vous pouvez regarder dans GitHub les implémentations, des implémentations, et ça permettra en fait de voir réellement comment ça marche. Bon, là, un petit exemple qui permet de savoir comment ça marche. Et dans React, quand on parle de acting, on parle des outputs ou de chercher des informations de l'extérieur. Et là, on va bien voir l'utilisation de MCP là-dessus. Parce qu'on peut lui dire, en fait, pendant tes pensées, va chercher une information, un complément d'information d'un serveur extérieur.
avec le MCP. Ça lui permet en fait lui-même de décider d'aller chercher l'information de l'extérieur et d'exécuter une commande MCP. Et Cloud AI, par exemple, il marche comme ça. Je le connecte. À partir du moment où il comprend que l'information qu'il n'a pas, qu'il doit aller chercher, il va exécuter des méthodes externes. Voilà un prompt de React. Là, tu lui dis, tu es un assistant intelligent qui répond à une question suivante. Bah, tu lui dis exactement les étapes, comment il va réfléchir. Et tu lui donnes un exemple. Et ta question, ça sera à la fin. Qu'est-ce qu'il va faire ici? C'est qu'il dit, OK, j'ai vraiment une reprogrammation dans mes pensées. Je vais suivre ce pattern-là. Donc, dans les résultats, vous aurez pourquoi il a exprimé le premier pensée, pourquoi, quelle action qu'il a fait. Il va vraiment vous lister tout ça. Et c'est juste faire un prompt correct qui permet en fait de programmer ses pensées, comment ça marche. Bon, je vous dis ça, mais avec OpenAI, ils ont déjà pensé à ça. Donc OpenAI, vous avez déjà commencé à voir en fait. Le premier pattern qu'on a vu dans la première version de GPT, c'est que pose la question, il nous répond, on ne parle plus. Maintenant, il est plus intelligent. Plus intelligent. Alors, il nous dit Finished Thinking. Ça nous fait penser aux chaînes de pensée. Donc déjà, ils ont implémenté tout ça à l'intérieur. Donc parfois, ChatGPT, quand vous parlez avec lui, il va proposer deux branches. Et là, on est sur deux chaînes de pensée différentes. Et il va vous dire, j'ai fini de penser. Parce que c'est important de dire, j'ai fini de penser, parce que comme ça, vous aurez exactement quelle logique il a suivi pour vous donner le résultat. S'il vous répond rapidement, il ne faut pas le croire. Et par contre, s'il passe plus de temps, et tu dis, voilà, en fait, avant ça, vous avez l'information de reasoning. Il lui dit avant de dire finish it to think. Si vous l'utilisez, vous remarquez ça. Bah, et donc là, ChatGPT, il a proposé deux réponses. Et dans les deux réponses, il y a dire deux branches, deux chaînes de pensée différentes. Et le scoring, les bâtards, les scoring, c'est des human in the loop. C'est très important dans des agents IA, des human in the loop. Bah, c'est nous. Dans ce cas, c'est nous qui fait le scoring. On vous dit, ah oui, je préfère ce résultat. Bah, voilà, on a entraîné, on a donné le bon score pour chaque branche. Pardon? Hier, il m'a demandé lequel entre les deux réponses. Oui, c'est ça. Et là, c'est la question de scoring. Et ça respecte exactement la chaîne de pensée. Et le scoring, comme ça, lui, il se prépare. Et il met ça dans sa mémoire pour toi et pour d'autres. Comme ça, il a le bon scoring à chaque fois. Donc, en fait, ChatGPT, forcément, ils vont implémenter ça naturellement pour avoir en fait les bons résultats. Là, on va parler des agents IA modernes. Les agents IA modernes, c'est quelque chose qui était présenté par Google, qui permet de dire comment implémenter un agent IA. Quelle architecture qu'il faut mettre en place pour un agent IA. Donc, on a parlé de prompt engineering, on n'a pas assez de temps, mais au final, la majorité des agents IA seront codés prompt engineering parce que d'ailleurs, on va utiliser des VLA ou des VLM. Donc, il faut vraiment maîtriser le prompt engineering pour avoir des bons résultats. Donc, derrière, cette architecture qui est proposée par Google, elle est reprise par tout le monde. Hein. Donc, on va parler d'orchestration. L'orchestration, c'est la partie qui permet en fait de faire un agent leader, un agent follower, plusieurs agents. Quand j'exécute ma première prompt, quand je vais splitter la demande en trois parties, aux trois prompts, ça c'est de logique-là, c'est l'orchestrateur que vous devez développer avant de faire des agents IA. Et derrière, après, vous avez la mémoire. Vous avez deux types de mémoire. Mémoire courte, qui permet en fait de suivre un petit peu la conversation avec l'utilisateur. Et la mémoire lente, c'est quelque chose qui va réapprendre votre agent. On a parlé tout à l'heure de type d'agent, des agents qui apprennent tout seul. C'est la mémoire lente qui permet d'avoir plus de data. Et pour finir, il est très important, le tooling, c'est quelque chose de très important. C'est la chose qui nous permet en fait d'avoir un agent IA qui acte les actions externes et internes. Et là, on va parler beaucoup de MCP. Avant, on faisait des API, chacun développait ses API. Maintenant, c'est plus intelligent, plus standardisé avec des MCP. On va parler rapidement de MCP.
Bah, le MCP, je pense que vous avez tous vous avez suivi là, un petit peu le. Qu'est-ce que c'est qu'un protocole MCP? Mais c'est un protocole qui permet en fait de standardiser certains échanges avec les IA. Qui est développé pour cette raison principale, presque. Et on peut l'utiliser en fait sans LLM, hein. On peut l'utiliser comme un API. Mais lui, il est vraiment développé pour ces raisons-là. En fait, pour standardiser en fait la communication des LLM avec le monde extérieur. Le comprendre comme ça. Bah, et comment ça marche dans son architecture? En fait, elle est divisée en 3 parties. Il faut comprendre, c'est un serveur web, client-serveur. Peut-être on va parler de serveur-serveur, parce que ce n'est pas un protocole HTTP standard. C'est un HTTP avec une communication bidirectionnelle. Donc, le client peut envoyer l'information, mais il peut recevoir l'information directement du serveur. Parce que c'est important d'utiliser MCP parce que même si votre application, il y a un changement de base de données, vous pouvez directement pousser l'information à votre LLM pour que met à jour son data, pour que s'entraîne avec des données. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit un serveur et pourquoi ça ne peut pas être juste inclus dans l'application? Pourquoi il faut cette architecture? En fait, quand tu dis application, Mais par exemple, je sais pas, je prends un serveur de base de données, je peux aussi l'intégrer à mon application si j'utilise, je sais pas, SQLite par exemple, et je vais l'intégrer directement à mon programme. Pourquoi est-ce que là c'est forcément. bah, en fait, tu as besoin de cette couche réseau qui permet de standardiser la communication entre ta base de données et ton monde extérieur. La base de données n'est pas exposée à l'extérieur. Pour l'exposer, soit tu développes un API REST, GraphQL, bah, le nouveau protocole d'API, maintenant c'est MCP. Donc c'est juste ça en fait. Tu peux avoir un API HTTP qui permet d'exposer la donnée. Et MCP, c'est un protocole bidirectionnel. Ça veut dire le client peut envoyer la donnée, mais il peut recevoir la donnée sans rien demander. Comme la WebSocket. Ça vous parle? Ouais. Voilà, c'est la WebSocket, mais c'est la WebSocket moderne de la dernière version d'HTTP. Le SSE, je pense. Serveur quelque chose. Ouais. Bon, je vais vite par rapport à ça. En fait, pour développer un MCP, j'ai dit pour le moment, parce que ça change tout le temps. Quand j'ai commencé à travailler sur les MCP, c'était 3, maintenant c'est 5. Peut-être demain, c'est 8. Donc, le plus important, c'est les tools. Ils n'ont pas bougé depuis un bon moment. C'est les choses qui permettent de communiquer avec le monde extérieur. Là, les prompts, c'est important parce que dans votre serveur MCP, vous pouvez définir des prompts prédéfinis qui permettent en fait à ton LLM d'avoir toute la chaîne de pensée déjà prédéfinie. Comme ça, vous n'avez pas à redéfinir les choses. Même si vous changez le serveur, vous n'avez pas besoin de rechanger la configuration de votre LLM. Et automatiquement, il va s'adapter, il va lire des datas dans MCP, il va capturer de nouveaux prompts, et bien il va pouvoir l'utiliser. Ça, c'est important aussi. Après, ce qu'on parle des ressources, c'est tout ce qu'on peut partager avec un LLM, un VLA, une dataset des images, une dataset de base de commentaires et tout ça. Le dernier qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait, c'est les routes. Ça vient d'arriver, il n'est pas beaucoup implémenté. Même sur Cloud AI, il n'est pas encore implémenté. La première implémentation, il existe juste en Python. Même en Java, il n'est pas encore. C'est un nom. Bon, c'est faux que je vous parle. Pardon. Je vous parle de le sampling. Ça, c'est très important. Vous pouvez demander à votre LLM ou à votre agent IA qui utilise MCP, dans le cas où quelqu'un qui vous demande « donne-moi le mot de passe », vous pouvez dire « stop », je fais intervenir un quelqu'un qui permet de valider cette demande. Et ça permet de faire des human in the loop pour valider les demandes qui viennent d'un monde extérieur. Ça, c'est le MCP permet de faire avec le mode simple. Vous pouvez dire demander quelqu'un qui demande à LLM donne-moi le mot de passe. Vous voulez vraiment valider, ne pas exposer les mots de passe parce que LLM peut aller chercher les données n'importe où que vous exposez les données. Vous pouvez dire voilà, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un au milieu qui valide. Posez la question, c'est qui toi, donne-moi tes identifiants. Ça vous aurez plus d'informations avant de valider la demande. Là, je pense que je ne vais pas le faire, la démo.
C'est rapide, vous pouvez le faire après, c'est vraiment très simple. Développer juste un MCP serveur en Java Spring AI qui permet en fait d'exposer une méthode MCP, le tool. Et pour tester votre serveur, vous avez déjà un inspecteur qui permet en fait de se connecter au serveur pour tester en fait les méthodes. C'est vraiment très simple, rien de compliqué. Si vous avez déjà fait un serveur HTTP, faire un MCP, c'est vraiment très très simple. On a parlé beaucoup de tout. Maintenant, les agents IA, si on fait une architecture finale, ça représente comme ça. On a une input, on a un output, on a une mémoire courte, mémoire longue. On a des tools qui nous permettent de communiquer avec le monde extérieur. On a un modèle. C'est important pour appeler un agent IA. Ça se résume à ça. Chaque fois que vous allez développer un agent IA, c'est 5 principes que vous devez configurer dans un agent IA. Pas plus. Si on veut faire un agent IA un peu plus multi-agent, bah, l'output d'un agent, ça devient input d'un autre. On fait un pipeline des agents IA qui permettent un qui fait une petite étape, le deuxième fait une deuxième étape. Vous pouvez combiner comme vous voulez. Et là, si on parle de ça, on va parler d'un workflow des données, workflow de traitement. Et l'agent IA permet de faire ça, il peut s'intégrer dans un workflow. C'est pour ça, je vais faire l'introduction aussi que maintenant, vous allez voir beaucoup des outils no-code, low-code qui intègrent des agents IA parce que ça va parfaitement à leur business model. Parce que c'est juste un traitement de données. C'est juste quelque chose d'intelligent qui va traiter les données de manière intelligente. Bah là, on parle de tous les outils no-code qui permettent de faire des IA builders. On peut noter Zapier, Make. Mais la démo d'aujourd'hui, je vais utiliser N8N. Et vous pouvez développer un agent IA sans utiliser des outils no-code, low-code. Vous pouvez partir en Python avec LangChain, avec OpenAI, avec Zapier OpenAI pour développer un agent IA. Mais par contre, vous le testez vraiment un agent IA rapidement, bah, utilisez des outils no-code parce que c'est plus rapide à faire pour tester votre prompt, comment ça rend et tout ça. Il n'y a pas besoin de faire du développement. Voilà, dommage pour lui. Ouais, pour lui. Mais pas que. Bon, on a beaucoup parlé. Maintenant, c'est l'heure de démo. En fait, pourquoi j'ai choisi N8N? N8N, c'est qu'on peut l'utiliser en mode privé, en open source. Il est open source. On peut l'installer chez nous pour faire des agents IA. Il a aussi le protocole MCP intégré dessus. Donc, si dans votre boîte, vous pouvez l'installer, commencer à l'utiliser, commencer à développer des agents IA et tout ça. Comme vous êtes sur le cloud. Il n'y a pas besoin de payer la licence. Voilà, on va faire un petit démo. Mais avant, je vais vous présenter la démo. Bon, la démo d'aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez déjà fait des API gouvernance dans vos boîtes. Ça te parle, Gérald? Ça te parle? Ça vous parle pas? Vous avez fait des API REST? Oui, non. Ouais. En fait, là, c'est toujours difficile de valider que tout le monde respecte les API gouvernance. Si on décide, par exemple, toutes les API commencent par /API/v1, il n'est pas sûr que tout le monde respecte ça. Par contre, l'IA peut nous aider sur ça. Donc, j'ai développé un petit truc qui permet en fait de faire des code review sur la partie API. Alors, première chose que j'ai définie, c'est les spécifications d'API Governance dans un Airtable. Des lignes qui disent interdiction, par exemple, d'avoir mot de passe comme paramètre get. Standard. Par exemple, les API doivent commencer par /API/v1. Et l'agent IA, derrière, avec des API GitHub, il va détecter des merge requests, il va analyser le code derrière, il va analyser la structure de nouveau code, il va vérifier est-ce que ça respecte bien les API ou pas. Si ça respecte bien, c'est good. Si ça ne respecte pas, il va faire juste un commentaire, code review, pour dire tel spec a été respecté, tel spec n'a pas été respecté. Même avec une proposition de code. N'importe quoi. Bon, on va faire ça. Pour faire ça, on va se connecter en N8N. J'avais déjà préparé. Qui permettra en fait de voir au moins comment on fait ça. Mais je pense avant ça, on commence déjà à faire une petite démo.
On va pas trop. Ok, ça va. Hop là. Donc ça, c'est le projet que vous aurez en fait sur GitHub. Vous pouvez regarder après. Vous avez un N8N que vous pouvez démarrer au local voilà, pour se connecter à au serveur pour voir en fait un Ethernet localement. Si je me connecte. 5. On va voir un Ethernet qui est déjà en fait installé localement, qu'on pourrait l'utiliser. Où vous pouvez en fait voir que on peut installer un agent IA direct, qu'on peut même le connecter à un connecteur MCP. Il y a un MCP client déjà là. Donc ça, vous pouvez l'utiliser gratuitement dès aujourd'hui. Voilà. Ok. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va basculer sur la branche. Ça, c'est la MCP. Désolé. Voilà. En fait, ça, c'est la branche qui est en cours de développement. Vous imaginez quelqu'un qui développe un API. Et à l'intérieur de cette API et de ce code, il a juste un API qui permet en fait d'avoir en fait des méthodes simples pour exposer un API. Et vous voulez que à chaque fois qu'il y a un MR, quelqu'un qui respecte bien en fait les data governance, les API governance. Et pour faire ça, en fait, moi j'avais fait un projet de ETN, version cloud, bien sûr. Ça va être vraiment très très simple. Hein. Pour développer, ça ne prend même pas 4 heures pour faire ça. Après 4 heures, le temps que j'ai l'idée, le temps que j'ai commencé, c'est 4 heures. Voilà, j'ai pris 4 heures et à la fin, j'avais des bons résultats. C'est largement suffisant. Donc ici, on a la première partie. Pardon, on va chercher les MR de GitHub. D'accord. Derrière, on va télécharger les fichiers qui concernent les API. On va les extraire. Deuxième étape, on va chercher les spécifications qui se retrouvent dans Airtable. Je fais un test, vous allez voir. Vous pouvez même tester en fait les API. Voilà, j'ai 4 specs. J'ai dit un API ne peut pas contenir le bon password. J'ai dit un API, par exemple, ne peut pas contenir le mot email. Et j'ai dit aussi la méthode get, ce n'est pas autorisé. Juste un exemple. Et si je regarde derrière, je merge tout ça dans une méthode merge qui est proposée par N8N. Et derrière, je donne tout ça à mon GPT. Et je lui donne aussi une mémoire. C'est important de donner une mémoire, vous aurez plus de résultats. Beaucoup de résultats plus proches de la réalité que si vous ne donnez pas de mémoire. Et après, je le configure pour qu'il fasse une petite prompt qui respecte la chaîne de pensée. Voilà. Et à la fin, je lui donne juste mon code source. C'est vraiment le prompt qui fait tout. La majorité du travail est fait par le prompt. Et là, ça va le permettre en fait de respecter. Je lui donne la liste de requirements, cette partie-là. Vous voyez bien? Ça vient de deuxième branche. Et la première branche, ça télécharge le code source des API. Et juste avec ça, ça permet en fait de te tester, d'avoir un code reviewer. Là, ce que je vais faire un démo. Je vais juste créer une nouvelle branche. Je vais la pousser. On va pousser la branche. Je vais juste pousser la branche. Voilà.
la branche est poussée. Je vais créer ma MR directement dans mon GitHub. Alors, où je switch. Désolé. Je switch, je fais juste la MR ici. On est fou. Voilà, j'ai créé ma MR. Vous voyez là, j'ai une MR, mais il ne contient aucun commentaire. Hein. L'agent IA n'a pas encore passé, mais je vais juste le lancer manuellement pour qu'il passe depuis le NSN. Alors, la partie ici. En fait, ce qui est sympa aussi avec Internet, vous pouvez faire des actions manuelles, comme vous pouvez faire des actions programmées qui tournent tous les heures et tout ça. Vous pouvez tout faire en fait. Donc là, je vais le lancer. Il va suivre. Voilà, il a récupéré les datas, les specs plus le code source. Maintenant, il va faire son analyse de code. Là, il va pousser le code. Derrière, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans notre MR. La MR, elle est là. Le code review, il est fait là. Tout ce qu'il faut. Il lit l'analyse de code. Il lit exactement le spec qui était respecté et pas. Et pourquoi? Et la proposition aussi de code qu'on peut faire. C'est pour regarder ça, c'est les 3 specs qu'on a regardé dans Airflow. Là, étudie ici. Ça, c'est compile with the requirements. Il n'y a pas besoin de retoucher. Pour les autres qui ne respectent pas, étudie remove email parce que j'ai dit je ne veux pas de mail dans mon. Pas de data lake, d'email dans mon API, par exemple. Ben là, il te dit voilà le nouveau code qu'il faut proposer. Si on regarde le nouveau code proposé, le code que j'ai, il a respecté pas mal de choses. Hein. Il a respecté la structure de code, et il a respecté aussi qu'il a relevé ça, la proposition, ça a l'air cohérent et tout ça. Et voilà, c'est pas mal. Déjà, on a fait un truc automatisé qui permet en fait peut-être de sauver 90% des API. Ce qui reste à faire un human in the loop pour qu'une validation par un être humain. Et là, le taureau joué. On a gagné 90% de temps. Et voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Je vais pas inviter, mais je sors avec ma bite et mon couteau, je vais tout faire à la main. C'est bon, je prends le serveur un petit peu. Alors, tu veux faire tout à la main, ça veut dire? Je prends un client ChatGPT là, j'appelle que ce soit sur un Alors, PHP, du JS, du Node, qu'importe. Je configure mon truc. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois formater un prompt d'une manière. Je t'explique ça, je pense rapidement, ça va être beaucoup plus facile. En fait, MCP ou pas MCP, c'est un serveur. C'est un serveur web pour vous développer vous-même. C'est un API. Imaginez comme un API REST ou GraphQL. Ou je sais pas quoi. D'accord? Là, on va développer, en fait, on va faire un petit MCP. Un MCP, en fait, c'est les principes d'MCP. Si vous utilisez un framework derrière, en fait, vous allez trouver un framework qui est vraiment complet, qui permettra de faire ça vraiment facilement. Là, je pars sur Java. D'accord? Ça sort quoi au final? C'est un JSON schema? Alors, oui, il y a des JSON schema dedans. Il va le faire, oui. C'est un JSON schema. Voilà, au final, ça va avoir la même gueule que des tools. Qui est des tools? Pour travailler, pour invoquer des tools, a priori, là, l'usage le plus répandu, c'est de foutre un JSON schema des paramètres attendus. Oui, c'est ça. Mais là, en fait, vous n'allez pas s'occuper du JSON schema, le framework, il va le faire de manière automatique. Voilà, c'est la sortie que finalement le LLM va avoir. Exactement. Mais cette sortie est standard. Si on parle de tools, là, vous aurez quelque chose de standard, ça s'appelle tools. C'est pas quelque chose inventé, ça fait partie du framework de IA de Spring Boot. Oui, le framework va me formater la sortie attendue par le standard. C'est ça, exactement. On peut voir un petit peu, je peux lancer le serveur là, on va le tester. Ça, on va le tester rapidement. J'arrive à démarrer le serveur. Donc là, le serveur, il a démarré. Regarde. Là, je viens juste lancer mon inspecteur que j'ai dit là tout à l'heure. Inspecteur. Là, je peux tester mon serveur. Il n'y a pas d'LLM.
je peux l'utiliser en fait, un MCP comme un API au final. Ouais. Voilà. Donc là, on va faire l'aspirateur qui a démarré. Alors, je ne sais pas qu'il démarre ici. Désolé. Ok, là, c'est mieux. Là, vous allez voir. Il faut juste le configurer. Pour dire, ça, c'est un client MCP. Donc, on va lui dire, voilà, mon serveur ils sont ici. Le protocole, on a deux types de protocoles, STDO et SSO. STDO, c'est une communication locale fichier. SSO, c'est une connexion HTTP. On va le connecter. Bah, il s'y connecte. D'accord. Il est connecté au serveur. Maintenant, je peux lui dire, bah, liste-moi les tools. L'IA, il va faire exactement ça. Une IA qui communique avec un MCP ou un agent IA qui communique avec un MCP, la première chose qu'il va faire, il va scanner les ressources qui sont disponibles dans le serveur MCP pour récupérer la doc, pour récupérer tout ça. Et ce qui est important, en fait, la doc fait partie de l'API. Pas comme l'API REST. L'API REST, vous avez l'API qui est séparée. Un Swagger, ouais, mais le Swagger, il est séparé de votre API. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, vous êtes obligé de le faire. Vous êtes comme obligé... GraphQL avec l'inspection. Oui. Et c'est juste entre GraphQL et MCP, c'est pas de bidirectionnel. GraphQL, il ne faut pas envoyer une information à un client. Avec les souscriptions, tu peux le faire. Mais bon, okay, oui. Je vois le principe. Voilà. Donc, ils ont fait ce choix de passer par le protocole SSO. Voilà. Et donc là, tu fais juste les tools. On voit que notre fonction tools, il est là. Bah, on peut l'utiliser. Hein. Ici, j'ai le name. Si je regarde le code, regardez bien en fait le texte qui est là, là, et là, et là. C'est exactement le texte en fait qui fait partie de code source. Parce que les best practices de MCP, bien de commenter vos tools. Parce que l'IA doit utiliser ça pour analyser le code. Donc vous allez voir en fait exactement tout ce que vous faites dans le code source, il est scanné et il est mis ici. Donc là, je peux faire IAM, je fais run, bah, il est passé par mon code, il a sorti hello world, MCP, IAM. Okay, donc là, on a juste appelé l'API, voilà. Maintenant, j'ai un LLM et je veux le brancher sur ce serveur-là. Ouais. Il faut coller l'LM déjà. Bah, on parle compatible finalement. Bah, c'est ça. Il faudra être compatible. Et là, les LLM qui sont compatibles, vous avez Cloud AI qui est déjà compatible avec le MCP. On en a des solutions open source Vous avez plusieurs. Enfin, Longchain, il est compatible MCP. Par le modèle. Bah, en fait, c'est pas le modèle qui est compatible. C'est qui rend le modèle, c'est lui qui le rend compatible. Okay, donc c'est vraiment intégré dans le pompe au final. C'est vraiment donc c'est pas le LLM qui branché sur le protocole, va chercher la doc, démerde de sortir les outils. C'est moi qui dois développer, aller chercher la doc des outils, il me faut dans son pompe. Ouais, vous avez rendu l'inférence. Donc finalement, par rapport aux tools, c'est la même chose. Oui, mais là c'est juste la standardisation. Parce que quand vous développez un MCP, vous n'allez pas vous occuper, par exemple, donc Cloud AI, vous n'allez pas vous occuper de dire, ok, pour chercher l'utilisateur, il peut utiliser l'API, pour chercher je ne sais pas quoi, vous utilisez l'API, pour envoyer une commande, vous utilisez l'API, et lui il va le faire tout seul. Il faut juste développer des tools. Il faut juste de le tool écrire bien que voilà, c'est un API qui permet d'envoyer une commande. Et lui, il va vraiment comprendre ça. En fait, avant, pour aller développer connecteur par connecteur pour ton run de LLM pour qu'elle comprenne comment communiquer avec l'extérieur, maintenant, vous n'aurez pas à faire ça. Les 4 connecteurs ou les 5 connecteurs vont se remplacer avec un seul protocole MCP et vous n'avez même pas de configuration à faire. Ça sera automatique parce qu'il va intégrer tous les commentaires et tous les descriptions, les différents concepts MCP pour l'intégrer à l'intérieur de chez lui. Pour les invoquer, au final, on a besoin de le faire nous-mêmes. Ah non, et lui, il va le faire pour toi. Ah, tu lui dis, monsieur, je vais faire une commande. Il a déjà analysé pour faire une commande et puis utiliser la commande, la tool send command, il va l'exécuter pour toi. Un tool aujourd'hui, je veux rédiger un prompt, je lui file les outils, il décide effectivement d'appeler un tool, il va pas le faire tout seul. Il va me dire, invoque ça. C'est à moi de le faire. Si tu as un human in the loop, oui, c'est mieux, mais il peut faire des choses. Pas, mais ce que je veux dire, c'est pas l'outil qui va. C'est pas le LLM qui appelle des trucs, qui exploite ta réponse et qui me la donne. Il me fait un message intermédiaire où il dit je veux invoquer cette méthode-là. Après, le code, l'applicatif reconnaît que c'est, il fait l'appel, il reprompte la réponse et ensuite il enchaîne. Mais c'est pas le LLM de lui-même qui. En fait, l'LLM, il a besoin juste de la data. Qui va faire le donner de la data, ce qui va run sur l'LLM, le modèle d'inférence. D'accord? Et ça, par exemple, Cloud AI, c'est il va run les modèles derrière. Cloud AI, pour le cas plus simple. Vous avez des modèles à l'intérieur de client, Cloud AI.
Et lui, il peut se connecter avec un MCP. C'est vrai que moi, je me désolidarise de ces plateformes Oui, intégrées. Donc, moi, je pars vraiment du principe j'attaque ChatGPT à la main. ChatGPT n'est pas compatible. Ça, il faut avec- oublier. Il faut utiliser les API. Il faut utiliser les API de ChatGPT pour qu'ils seront compatibles. Oui, c'est ça. Mais oui, vous le donnez juste le serveur en fait. Vous n'allez pas vous donner en fait toute la description et tout ça. Tout ça, c'est normalisé. C'est normalisé avec l'MCP. Les concepts de MCP seront toujours les mêmes sur n'importe quel serveur. Et du coup, il va juste au fait analyser le serveur SMP de MCP. Dernière question. Yes, ok. Qui a une question? Il y a deux questions pour prendre? Allez, on prend deux. Allez. En fait, c'est par rapport à ce que vous avez dit que ChatGPT était obsolète il y a quelques générations. Ouais, C'est juste savoir, c'est la seule question que j'avais. c'est pas vraiment obsolète en fait. Si on parle de GPT 3.5 ou GPT 4 et tout ça, c'est plus un modèle intelligent. Faut pas l'utiliser. Il est déjà discopé. Il est déjà. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Par ça, parce que déjà, il n'intègre pas d'intelligence à l'intérieur. Et le modèle, en fait, il n'est pas entraîné avec les dernières datas. Prenons un cas simple. D'accord. Parce que les dernières versions, ils sont capables de se connecter à l'Internet. Avant, on n'avait pas ça. Le nouveau modèle, il est capable de générer les images. Avant, on n'avait pas ça. C'est pour ça, en fait, même les modèles OpenAI, si vous avez là, si vous regardez un petit peu dans le modèle AI, en fait, OpenAI, ils font une grosse erreur, c'est qu'ils sortent plein de modèles. C'est chiant. Ouais, mais ils discopent beaucoup aussi. Ouais. Certains modèles, vous n'aurez plus accès en fait, parce qu'ils sont vraiment obsolètes, ils sont vraiment pas intelligents, ils ne font pas besoin. Ah bah 4 je crois que c'est pas vrai. C'est ça, ouais. Surtout ça en fait. Après, c'est normal, hein, ça évolue et tout ça, mais ça évolue dans le bon sens. N'oubliez pas. Ah oui, parce que de toute façon, les données s'arrêtent à un moment précis, donc il faut bien les renouveler. En fait, après, c'est le coût de renouveler les données. C'est vraiment, ça prend du temps. Avec le MCP, on sera capable de connecter à l'extérieur sans les entraîner, prend beaucoup de temps de les entraîner aussi. C'est important, le modèle MCP, c'est pour ça qu'il est bien utilisé. Deuxième question, on s'arrête. Deuxième question. C'était juste pour être. Je n'étais pas bien sûr d'avoir compris MCP. En gros, on refait à la main ce que proposent les dernières versions, par exemple, de ChatGPT, qui va dire tiens, je vais aller chercher sur Internet, je vais appeler une API, je vais machin. Il le fait tout seul. Et en fait, Très bon. on refait ça en face. En fait, actuellement, ChatGPT se connecte à Internet. Mais Internet, ça fait pas, c'est pas privé. Mais le MCP vous permet de vous connecter à vos données privées, en fait. Ce qui n'est pas Ah, oui, accessé par ChatGPT. Ok. C'est pour ça que vous avez une application, je sais pas, une application qui fait. Je sais pas, on peut imaginer, fait des commandes, voilà. On fait des commandes pizza. Des commandes pizza. Donc, si vous avez vraiment un serveur en interne qui permet de faire des traitements. Ouais, d'accord. Tu vois, imaginons un cas simple. Si je veux, par exemple, là, j'utilise GitHub sur Internet. Si vous avez un GitLab en interne, Ouais, ok. là ChatGPT ne peut pas pouvoir se connecter. Il faudra utiliser le MCP GitHub en interne. Vous le communiquez, il va marcher. Ok. Ok. Ah, merci beaucoup.